Bonjour mes grands voyageurs de l'esprit et bienvenue à bord de ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast où on surfe sur le web pour vous parler de nos découvertes. Mon nom est William et je suis accompagné de la toujours tout aussi intrépide Hélène. Intrépide. J'ai Et hâte à chaque enregistrement pour savoir quel adjectif tu vas me donner. mais ça fait plaisir, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Serais-tu en mesure de nous dire à tous quelle est la thématique du jour? C'est les bateaux de croisière et Ah. les avions. En tout cas, moi, j'y touche, là. Je sais pas toi si tu y touches. Exactement la même chose, mais on est sur deux angles assez différents, Oui. toi et moi. Toi, de quoi tu vas parler? Moi, je vais parler de tout ce qui est confort et innovation sur justement les bateaux de croisière et les avions. Puis ben moi, je vais parler du côté sombre de tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive quand les gens meurent ou quand des crimes sont faits sur ces 10 bateaux? Ouais. Fait que on va clasher, on va commencer par le fun, puis après ça, on va arriver sur le truc. Ouais, mais c'est la partie qu'on préfère. Ben oui, mais avant de s'y rendre, il faut... Lancer le générique. Yes. Will, on s'entend, je t'ai un petit peu donné l'idée de parler de ce qui se passe si on meurt en avion ou sur une croisière, parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps. Je pense que tu te la posais aussi. Ben, en fait, j'ai découvert un élément, puis après ça, on a discuté, puis t'étais comme genre, je veux parler de ça, puis je suis comme, ben, ça va mélanger avec mon sujet. Ben, c'est ça, parce que t'avais manifesté ton envie de parler des prisons à bord aussi, si je me trompe Ah, pas. spoiler, mais oui, effectivement. Ben, spoiler, t'as dit en intro que t'allais parler de si on commet un crime. Ouais, mais tu sais pas, il y en a peut-être pas. Effectivement, je sais pas. Mais justement, on s'est dit peut-être que c'est le genre d'information qui se ressemble un petit peu. Effectivement, c'était trop proche. Fait que c'était peut-être mieux que toi, tu couvres toute cette partie-là, puis que moi, je trouve un autre angle. Mhm. Puis, ben, j'ai réfléchi et c'est là qu'il y a une ampoule au-dessus de ma tête qui s'est éclairée. Tada! On va se le dire, on a eu un hiver assez rock'n'roll tous les Ah deux, oui? là, entre nos deux jobs plus trop prenantes, un déménagement en cours et 2-3 petits virus. Fait que mettons que j'ai hâte à nos prochaines vacances, même si on va pas nécessairement les passer sur un bateau de croisière. Parce qu'on n'a pas 75 ans. Hey, arrête, là, tu vas découvrir des pépites, là. D'accord. Mais comme justement nos prochaines vacances sont seulement en septembre, ben, je me suis permise de rêver un petit peu. Puis je me suis dit que j'allais, à l'inverse de toi, parler plutôt du confort à bord des croisières et des avions. Puis comme je le disais, un petit peu d'innovation. OK. Fait qu'embarquez la gang, attachez bien votre ceinture, ça part. La première chose qui me vient en tête quand je pense au confort, ben, c'est probablement la bouffe. Ah, vois-tu, moi, je pensais à un lit. Ça va, ça montre Ouais, vraiment nos c'est deux vrai. personnalités. Ben, les deux, mais je veux dire, je vais pas parler des couchettes ou Ouais, quoi non, que non, ce soit, ben, là, c'est parce ça, que là. je pense que ça, vous connaissez quand même les informations. Mais au niveau de la bouffe, je sais pas si t'es comme moi, je me suis souvent demandé comment les bateaux de croisière, en particulier ceux en mer plusieurs jours d'affilée, ils faisaient pour gérer la nourriture. Tu Surtout en fasses une termes... grosse épicerie, là, Ben, c'est clairement. ça. Puis en termes de conservation, là, comment ils font pour gaspiller le moins possible et rentrer dans leur argent? Fait qu'en faisant des recherches, ben, je suis tombée sur un article de la presse qui date un petit peu, mais donne quand même une bonne idée là, de défis logistiques Ok. liés à la gestion de la nourriture sur les bateaux de croisière, justement. Fait que déjà, les cuisines des bateaux sont souvent plus petites que celles des restaurants sur la terre ferme en termes de proportion là, par rapport au nombre de couverts. Mhm. Fait que t'as quand même une grosse équipe, Ouais, parce mais... que ça doit être énorme, parce que si tu dois servir 5000 personnes, ça doit être gigantesque, mais si tu compares à une autre cuisine dans un autre type de restaurant... Exact, là, dans un restaurant qui sert, je sais pas, 50 couverts, mettons, là, des fois, la cuisine n'est pas tant plus grande que ça. Ouais. Ils en ont plusieurs à bord, mais tu sais, il faut quand même que tu fasses le trajet entre Ouais. les cuisines puis Je les comprends. restaurants puis tout ça. Ça peut être long pour les serveurs. Puis en plus de ces espaces restreints-là, ben, on doit composer avec des conditions météo qui changent et une capacité d'approvisionnement limitée. Hein. Fait qu'à cause des conditions météo, par exemple, ben, tout dans une cuisine de bateau, même les plus petits appareils, doivent être fixés soit au sol ou au mur. Puis tout ce qui est vaisselle, c'est aussi placé dans un espace sécurisé. Mhm. Fait que comme ça, s'il y a une tempête, par exemple, ou que la mer est Ouais, agitée... il n'y a pas tout qui décalisse partout, là. Exactement, ça évite que les appareils bougent. Fait que ça permet donc d'assurer la sécurité des employés aussi en cuisine. Oui, Puis, tu veux pas des couteaux qui volent, là. C'est ça, puis d'optimiser l'espace aussi, là, vu que c'est des espaces assez restreints. Maintenant, pour l'approvisionnement, prenons l'exemple d'un paquebot de 3000 passagers et 1300 membres d'équipage. Mhm.
Ça fait 4300 personnes, si tu me suis. Oui. Soit 13 000 repas par jour à servir en comptant déjeuner, dîner et souper. C'est pas rien quand même. Ouais, hein? c'est ça. Puis là, je compte même pas les petits snacks d'après-midi ou peu importe. Fait qu'à cause de ces besoins d'approvisionnement quand même assez conséquents, les gros paquebots, ils doivent quasiment systématiquement faire une escale aux 4 à 5 jours pour refaire le plein de nourriture. Mhm. Là où les bateaux avec moins de personnes à bord, ils peuvent se permettre quelques jours de plus là, avant de se réapprovisionner. Ouais, c'est ça. C'est, même si t'en achètes énormément, à un moment donné que tu manques d'espace, tu veux pas que ça se gaspille, etc. Fait que c'est Complètement, compliqué, là. c'est ça. Puis ben, les livraisons sont planifiées selon les marées aussi, ce que je trouvais super intéressant parce que ben, si la marée est trop haute ou trop basse, la passerelle, elle sera pas au niveau du quai, fait que le bateau, il est plus difficilement accessible. C'est des affaires auxquelles on pense pas, mais qui sont absolument logiques, effectivement. Complètement. Pour la conservation, ben, les viandes et poissons, par exemple, sont souvent conservés sous vide pour prolonger leur durée de consommation puis minimiser Logique. les risques sanitaires. Tandis que tout ce qui est pain, pâtisserie, généralement, ça va être confectionné sur place. Là, donc, les cuistots vont tous les faire, soit le jour même ou durant la semaine. Ouais. On utilise aussi des méthodes de stockage à froid, fait que des chambres froides, mais qui sont littéralement des entrepôts. Là. Ouais. Puis on utilise aussi l'eau de la mer, justement, pour refroidir Ben oui, un on peu la économise, nourriture. Là, ouais. justement, là, ça fait comme des mini... je dirais pas chambre froide dans le sens ça va pas sous zéro, mais ça conserve... Ça fait comme des mini frigos naturels. Là, si on Ouais, veut. c'est pas payé pour tes patates, mettons. Là. Exact. Puis aussi, ben, des étagères rotatives pour garder les aliments au frais également. Mais là, c'est bien beau tout ça. Moi, j'ai de la misère à savoir ce que je vais vouloir manger à la fin de la semaine. Fait qu'imagine si tu dois préparer une semaine de bouffe pour satisfaire des milliers de personnes. Oui, c'est ça. Il y a clairement des gens qui vont pas être contents à un certain point, comme dans un buffet, mais... Ben, c'est ça, tu sais, comment tu fais pour bien prévoir puis essayer de satisfaire au maximum ces milliers de personnes-là? Ben, les équipes de cuisine vont utiliser des algorithmes super puissants pour bâtir leur liste d'épicerie. Liste qui doit être faite 6 à 8 semaines d'avance selon ce même article de la presse. Fait que Ben, c'est quand j'imagine même, si tu as besoin d'aller contacter genre un pays pour dire il va me falloir de la bouffe pour 13 000 personnes dans les prochains jours, faut que tu te prévois un petit peu d'avance. Ouais, là. c'est ça. Pas 13 000 personnes, mais 13 000 Oui, repas excuse, par ouais. jour, effectivement. Puis en gros, ben, dans ces algorithmes-là, ils vont rentrer des informations comme l'âge, la nationalité des passagers, s'il y a des restrictions alimentaires, des trucs comme ça. Fait que si c'est, par exemple, une croisière kid-friendly, familiale, ben, ils vont plutôt se tourner vers des repas que la majorité des enfants vont aimer, comme de la pizza, des nuggets, des trucs Ouais, de c'est même. ça, il va y avoir plus de mac and cheese. là. Exact. Puis si, au contraire, on a une majorité de passagers asiatiques, ben, il y aura sûrement une plus grande offre de poissons et fruits de mer à bord, par exemple. Logique. Fait qu'ils utilisent ces algorithmes-là vraiment pour adapter les menus, Nice. ce qui va limiter justement le gaspillage, ouais. puis ils vont pouvoir rentrer un petit peu plus dans leur argent. Pour ce qui est de l'eau, c'est assez complexe aussi parce qu'il faut penser que les personnes vont la boire, mais aussi se doucher, laver des vêtements, même se baigner s'il y a une piscine à bord, par exemple. Fait que les bateaux vont toujours remplir tous leurs réservoirs avant de partir et refaire le plein lors d'escale. Mais il y a aussi certains bateaux qui ont une mini-usine d'épuration à bord, voire des installations qui vont désaliniser l'eau de mer, donc qui vont pouvoir utiliser justement pour consommation. Puis d'ailleurs, les eaux usées, elles sont pas jetées directement dans l'océan, mais elles sont plutôt filtrées et traitées à même le bateau. Puis c'est cette eau qui est beaucoup plus propre, Ouais, qui pas est remise 100% dans la mer. propre comme si c'était une station d'épuration, mais comme moins sale. Ben, Fait c'est que, ça, c'est pas de l'eau contaminée avec du caca puis du pipi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on Nécessairement. appelle de l'eau grise. Je sais plus. En tout cas, Je saurais pas te dire le nom, Ok. je l'ai pas lu, mais en tout cas, ils ont des réservoirs avec des bactéries qui vont venir Intéressant. se nourrir de tout l'aspect usé des eaux usées, là. Oui. Fait que voilà, puis après, une fois que cette eau-là est retraitée et refiltrée, ben là, ils vont la mettre à la mer, fait que ça pollue beaucoup moins les océans que ce qu'on pense. Dans le cas des avions, pour la nourriture, ça dépend. On va s'approvisionner localement pour avoir accès à des produits plus frais autant que possible, on s'entend, là. Oui. Il y a Emirates, par exemple, qui fera affaire avec des fermes régionales selon les itinéraires, ou même travailler des menus avec un chef reconnu, comme la collaboration entre Air Transat puis Daniel Vizina, par exemple. Pour les produits non périssables, comme tout ce qui est café, vin, certaines collations emballées, ben là, on va plutôt faire affaire avec des fournisseurs internationaux pour garder le même standard de qualité partout sur toutes les lignes de la compagnie. Les repas sont ensuite préparés dans des cuisines près de l'aéroport et livrés au maximum 2 heures avant le décollage
pour des raisons de sécurité alimentaire. Ouais. Comme pour les bateaux, la plupart du temps, les repas sont adaptés au vol, soit selon l'itinéraire, la démographie des passagers ou la classe cabine. Par exemple, un vol vers le Japon, il y a plus de chances de servir des sushis qu'un vol vers Paris. Ouais, j'ai jamais vu de sushi. Un Montréal-Paris avec des sushis. Montréal-Paris, c'est pas mal poulet ou pâte, là. Ouais, c'est ça. Évidemment, les repas qui sont servis en première classe ou en classe affaires sont plus élaborés et souvent mieux présentés qu'en classe économique, même présentés dans de la vraie vaisselle, souvent. Mm-hmm. Puis sinon, chaque vol est censé proposer aussi des options aux passagers avec des restrictions alimentaires comme les personnes végétariennes ou végétaliennes et ou avec restrictions religieuses, donc comme les musulmans qui mangent pas de porc, par exemple. Ouais. Côté conservation, savais-tu que la pressurisation des cabines affecte le goût des aliments? Ça fait-tu que ça goûte moins? Exactement. Ça devient plus fade. Fait que c'est pour cette raison-là que les plats dans les avions sont généralement plus salés. Pour donner une impression que ça garde un certain goût. C'est pour ça qu'on a très soif. Aussi. Puis comme c'est un environnement à faible humidité, justement, les plats en sauce comme les ragoûts, les currys, les pâtes, etc. sont souvent privilégiés. Tu verras pratiquement jamais de la friture à bord d'un avion parce que il y a trop de chances que ça devienne sec le temps que ça te soit servi. Parce que justement, il n'y a pas assez d'humidité dans la cabine. Ça peut paraître niaiseux aussi, mais les emballages des repas, ils ont été pensés pour être le plus léger possible et donc minimiser l'impact de leur poids sur la consommation d'essence. Ah, ben oui. Puis, on va y revenir là, à la durabilité, mais ouais, c'est ça. Fait que tu comprends pourquoi ils nous font chier avec nos sacs cabines. Exact. Au niveau des services médicaux, la plupart des croisières comptent du personnel médical dans l'équipage, donc un ou des médecins et quelques infirmiers, qui peuvent même faire certaines interventions chirurgicales. Là. On s'entend, ils vont pas faire une chirurgie à cœur ouvert ou une greffe de foie, là, mais... Plus des points de suture, mettons. C'est ça, exactement. Ils ont accès avec eux à la plupart des médicaments antibiotiques et vaccins aussi. Puis, il y a très souvent une pharmacie à bord, ce qui va permettre aux passagers malades de se procurer de l'aspirine, des antinausées, des médicaments pour le cœur, les yeux, les oreilles, la gorge, le ventre, tous les bobos typiques qu'on peut avoir. Ouais. La seule chose, c'est que ça risque de coûter un petit peu plus cher que si on achetait le médicament à notre pharmacie du coin avec nos assurances. Mais t'as pas ben d'autres options. Non, c'est ça. En mer, c'est soit t'es malade ou c'est ça. Soit t'endures, soit tu te guéris. En cas de mise en quarantaine parce qu'il y a une infection quelconque ou des choses comme ça puis qu'on veut pas que ça se propage, le plus souvent, les gens vont être isolés dans leur cabine. Puis pour les dissuader d'en sortir, il paraîtrait qu'on désactive leur carte magnétique pour accéder à leur chambre. Okay. Fait que si tu sors de ta chambre puis que ta carte est désactivée, tu peux plus re-rentrer. Donc, ça dissuade les gens de sortir de leur chambre. Et le personnel médical est très strict. Là, il faut être asymptomatique depuis au moins 72 heures pour pouvoir sortir. Fait que t'imagines, là, tu passes 72 heures dans une cabine isolée. Pendant que ça brasse. Pendant que ça brasse, puis que t'as peut-être, si t'es chanceux, un petit hublot, là. Pas down. Non. Il y a aussi souvent un hélipad à bord des bateaux pour transporter les personnes qui demandent une aide médicale plus urgente sur la terre ferme. Et sinon, tous les membres d'équipage sont également formés pour prodiguer les premiers soins et faire leur RCR, ce qui est normalement le cas aussi là, dans les avions avec les agents de bord. Ouais. Par contre, dans les avions, t'as pas nécessairement un médecin à bord ou des infirmiers. On va y revenir. Mais ouais, tu me diras. Maintenant, niveau durabilité, comme je te disais, on s'entend que ces deux moyens de voyager-là, c'est quand même des moyens assez polluants. Ouais. Mais il y a quelques actions qui sont quand même de plus en plus mises en place par certaines compagnies pour minimiser autant que possible leur empreinte carbone. Là. On s'entend, je dis pas qu'ils sont carboneutres. Clean. Oui, non, on c'est ça. très loin de ça. Mais il y a quand même quelques petits gestes qui sont mis en place. Fait que ça... On dirait que c'est un petit peu plus... Ça donne un peu meilleure conscience, disons. Ouais, c'est ça, exactement. On va dire ça de même. En juillet 2023, la Royal Caribbean Group, donc qui est un groupe de croisière, a annoncé que ses deux plus récents navires seraient dotés d'une technologie permettant de revaloriser les déchets en énergie. OK. Fait que sur le premier bateau, on retrouverait un système de pyrolyse par micro-ondes. Là, demande-moi pas de t'expliquer ça, là. Mais là, c'est toi qui as commencé. Mais attends, sur le deuxième, il y aurait un système de micro-gazéification automatique. Oui, c'est encore plus clair. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, ces processus ils vont permettre de transformer les déchets en gaz de synthèse que le bateau va pouvoir ensuite utiliser comme source d'énergie pour fonctionner. Fait que c'est comme de la revalorisation des déchets, dans le fond.
au lieu de les jeter puis d'utiliser une autre forme d'énergie. C'est le premier groupe à mettre en place une telle initiative, ce qui permet de limiter justement les déchets dans les décharges locales quand ils sont taqués et d'offrir aux vacanciers une expérience un petit peu plus éco-responsable. Ouais. Du côté de l'aviation, la Grande-Bretagne aurait ajouté une taxe supplémentaire pour les vols courte distance, ce qui va inciter les passagers à choisir un transport plus durable et donc les compagnies aériennes à réduire ce type de liaison parce que il y aurait moins de passagers à bord, donc une moins grande demande. Il n'y a pas un truc semblable en France aussi où tu pense qu'en dois France, prendre le train? Ils ont même interdit quasiment les vols longue distance, mais je suis pas sûre de cette information-là. Je l'ai lu. Oui, courte distance. Ouais, il me semble que j'ai lu ça, mais qu'au final, j'entends des gens qui prennent des avions à travers la France, fait que je sais pas. Ouais, c'est ça, mais j'ai lu ça, c'est pour ça que je suis pas assez certaine parce que je sais qu'il y a du monde qui font Paris-Nice, là, tu sais. Ouais, c'est ça, fait que... Je sais pas. Peut-être que, même chose, il y a une taxe supplémentaire, mais effectivement, il y a de plus en plus de pays qui mettent ce genre d'initiative en place. La modernisation de la flotte aussi, c'est le nerf de la guerre. Hein? Ils essayent de plus en plus d'être autant que possible carboneutre, d'utiliser des biocarburants, des choses comme ça. Le A350 et le Boeing 787, par exemple, ils consommeraient 20 à 25 % de carburant en moins que d'autres modèles d'avions plus vieux. Fait que, fait que ça vaut la peine, là. C'est ça, si vous réservez un vol puis que vous voyez que c'est un Airbus 350 ou un Boeing 787, ça peut être intéressant de choisir ce type de vol-là. Ouais. Il y a plusieurs compagnies qui vont aussi proposer des programmes de compensation carbone, c'est-à-dire qu'il y a une partie du prix payé du billet d'avion qui va servir à financer des projets verts comme planter des arbres ou développer le secteur des énergies renouvelables, par exemple. On en parlait aussi au niveau des repas offerts à bord, mais encore une fois, les emballages, on utilise de plus en plus des emballages et ustensiles compostables pour réduire au maximum les déchets plastiques à usage unique. Sinon, il y a la compagnie finlandaise Finnair qui a mis en place des actions pour réduire au maximum le poids des avions. Donc, les manuels de vol, par exemple, ils ont été remplacés par des tablettes électroniques. Parce que les manuels de vol, c'est des cristis de briques. Là. Fait que c'est con, là, mais juste cette action-là... Ça pollue plus sur le coup, mais sur le long terme, c'est bien. C'est ça. Puis, même au niveau de l'entretien, il y a des gestes simples qui ont été mis en place. Par exemple, à l'aéroport d'Oslo, pour dégivrer les avions, on récupère, on traite et on réutilise les produits chimiques au lieu de les laisser infiltrer et contaminer le sol. Logique, effectivement. Fait que c'est comme si tu réutilisais, mettons, l'eau de ton bain pour arroser tes plantes ou peu importe. Là. C'est quand même un beau petit geste. Au final, on s'entend que c'est ça, ça reste des moyens de transport assez polluants, mais on peut quand même se réjouir de ces petites actions. Au moins, ils font des efforts, oui. Exactement. Une croisière, on s'entend, c'est une micro-société, un village en soi. Puis là, c'est là que la partie que j'ai envie de te parler de croisière et de vol un petit peu inusité. Fait qu'on n'est plus dans la durabilité, on est dans le plaisir, fun. Non, c'est ça, exactement. On retrouve des espaces ou des services qu'on connaît bien sur la terre ferme, mais qu'on n'aurait pas nécessairement imaginé sur un bateau. Ouais. D'abord, il y a le Queen Mary 2 qui compte un chenil pour garder les animaux de compagnie des passagers qui ne pourraient pas s'en séparer le temps de leur croisière. Puis c'est pas tout, il y a même un chef cuisinier qui est également dédié à la préparation de la bouffe pour les passagers à quatre pattes. OK. Ouais, c'est sûr que les gens qui veulent absolument amener leur chien sur un bateau, ils veulent qu'ils mangent bien. Oui, c'est ça, exactement. Là, un petit service 4 étoiles. Come on. Je me demande c'est quoi le prix supplémentaire. C'est-tu le même prix qu'un passager lambda? Là, mais... Est-ce que c'est la même chose pour les chiens asiatiques? Le Queen Mary 2 et le Viking Orion ont également leur propre planétarium à bord. OK, rien de moins. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux aller dans une salle puis te mettre genre sur des poufs puis tu vois la Voie lactée puis tout. Puis il y a plein de petits trucs exposés en lien avec les planètes. Là, je m'attends que tu dises le Queen Mary 2 à chacun des trucs qui s'en viennent. Non, c'est le dernier pour le Queen Mary 2, je pense. Les bateaux de la compagnie Royal Caribbean sont probablement ceux avec le plus d'activités insolites. On y retrouve des parcs d'autotamponneuses, des skydives, des tyroliennes, des simulateurs de surf et même des patinoires. OK. Où il y a des spectacles qui sont faits oui, c'est vrai, quasiment j'ai tous les déjà soirs. vu des trucs qui avaient une patineuse. C'est une fille sur TikTok, Exactement. Right? Ben, j'en parle tout de suite. Là. En fait, si vous aimeriez en savoir plus sur la vie sur les bateaux de croisière, je suis tombée justement sur les vidéos d'Eugénie, qui est une patineuse professionnelle qui travaille sur les bateaux de croisière. Puis elle fait plein de contenu par rapport à son métier assez insolite, puis son quotidien aussi de membre d'équipage, sous le nom de patineuse à bord. Fait que je le mentionne parce qu'elle a abordé plusieurs sujets que j'aborde moi-même dans cet épisode-là, justement, notamment par rapport à la gestion de l'eau, puis des choses comme ça.
Il y a certains bateaux de Norwegian Cruise Line qui possèdent des pistes de go-kart avec des véhicules 100% électriques. OK. My God, quand même, c'est gros une piste de go-kart généralement, à moins qu'ils fassent vraiment des petits ronds. Là, Oui, mais c'est oui, crissement non. gros, un bateau de croisière. Oui, je sais, mais c'est quand même impressionnant malgré tout. Le MSC Meraviglia compte à bord un simulateur de vol, tandis que le Costa Cruise, on retrouve un simulateur de Formule 1. Ben oui. Fait que vous pouvez faire votre choix, qu'est-ce que vous préférez piloter. Mais Formule 1, c'est un petit peu plus petit que genre moins de dashboard, mais quand même, Ouais. c'est impressionnant. Là. Le Carnival Sunshine, lui, il a fait peau neuve en 2013 pour y inclure maintenant des billards extérieurs, un parc aquatique et un parcours d'acrobranche au-dessus de la mer. J'espère que t'es bien attaché. Pas trop stressé. Billard extérieur, c'est comme genre la chose la moins utile que j'ai jamais Ben, c'est comme les tables de ping-pong au parc. Ouais, mais je sais pas, il y a pas des poches. En tout cas, c'est le tapis de feutre, s'il mouille. En tout cas. Non, mais moi, il doit y avoir une espèce de toit, pergola, whatever. I guess. Par-dessus où ils mettent une housse comme on met sur Ouais. notre barbecue, là, je sais pas. Là. Bref. Le Carnival Vista, de son côté, il est doté d'une attraction assez unique, le Skyride. En gros, t'es dans une sorte de nacelle suspendue à un rail à 60 mètres de hauteur, puis tu dois pédaler pour avancer. C'est comme un vélo, tu sais. Ah mais... oui, sur une corde, dans le fond, là? Non, t'es accroché par en haut, mais tu pédales pour avancer dans Oui, C'est oui, comme oui. une télécabine, là, si tu veux. Ouais, je comprends. Puis t'es un pierre à feu, là, en fait. Fait qu'en gros, ils sont juste comme, hey, le monde s'emmerde, faut qu'on invente des activités qui existent pas ailleurs. Là. Ouais, puis c'est aussi d'ailleurs le premier bateau à avoir un cinéma IMAX dans ses installations. C'est là que tu vois la hauteur du bateau, là. Ça prend 3 étages. là. C'est bien plus que 3 étages, là, ces bateaux-là. Là, ça doit Non, être non, je veux dire le IMAX. Ah oui, le IMAX, oui, c'est ça, parce que sinon, ces bateaux-là, ça doit Oui, être mais une non. dizaine d'étages Non, faciles. mais je là. sais. Le Norwegian Cruise Line a également lancé le Big Nude Boat, une croisière réservée à une clientèle nudiste. Les valets auront donc pas à transporter des bagages trop lourds jusqu'aux cabines. Toulouch. Même s'ils peuvent se promener nus, les passagers sont tenus de s'asseoir sur une serviette lorsqu'ils sont à la piscine ou au buffet. Oui. Thank God là, pour l'hygiène. Y a pas une tenue chic pour aller au restaurant le soir, là. non, c'est habit d'Adam et Ève. là. Tu peux te peigner un peu plus, c'est tout. ça, là. exactement. Tu te rases un petit peu là, Ah, c'est ça. pour être un minimum propre. Puis sinon, ben, le bateau, lorsqu'il est taqué, évidemment, les passagers doivent être habillés parce que ben, les gens sur le port n'ont pas demandé à avoir des kékettes nécessairement. Je me demande c'est combien de temps avant qu'ils arrivent sur le bord de l'eau qu'ils doivent s'habiller. En tout Je cas. sais pas. Depuis 2011, les amateurs de métal peuvent aussi profiter d'une croisière de 5 jours dans les Caraïbes qui leur est dédiée. Ok. Le 70,000 Tons of Metal accueille 60 groupes de métal qui jouent de la musique 24 heures sur 24. C'est quand même très nice, par contre. Là. C'est très nice, mais Chris, de la musique métal pendant 24 heures Oui, sur mais 24. C'est parce que t'es pas fan du type de musique. Non, mais je veux dire... C'est pas genre, t'es dans tu ta me cabine, jouerais- t'entends juste ça. Tu Là. me jouerais de la musique que j'aime, mais 24 heures sur 24, je serais écœurée, là. Ouais, ça doit être dans des salles spécifiques, là, puis ça doit être insonorisé, c'est des bateaux de croisière. J'espère. En avion aussi, on propose parfois des expériences qui sortent de l'ordinaire. Kulula Airlines en Afrique du Sud se démarque par son design extérieur. D'abord, l'avion est entièrement vert flash. Il y a plein d'inscriptions un peu cocasses du genre une flèche qui va pointer les hublots en disant « The coolest peeps in the world », en référence un petit peu au peep show là, avec les hublots. Apparemment que les messages du capitaine, les consignes de sécurité puis tout le reste aussi sont vraiment teintés d'une bonne dose d'humour. Là, genre quand le capitaine y atterrit, il est comme « Wow, Jolly Jumper », puis des choses comme ça. Ok. En 2009, la ligne Pet Airways, réservée exclusivement aux animaux de compagnie, a été créée en Floride. Le prix du billet d'avion commençait à partir de 150 $, mais il dépendait de la taille de l'animal et de la distance parcourue. Fait qu'on tournait plus autour de 500 $, voire 1200 $ pour les plus grosses bêtes. Saint-sacrement. Ben, c'est sûr que si tu transportes ta vache dans l'avion, il y a un problème, là, mais... Les animaux de compagnie, William, là. je Ben, pense- tu peux avoir une vache de compagnie. Ouais, c'est sûr. Bon, la compagnie a cessé ses activités en 2011 faute de revenus stables. Ben, je comprends pas. Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire fly-in, fly-out leurs animaux sans être avec eux. Je sais pas. Mais en 2 ans, elle aurait quand même assuré le transport de plus de 9000 animaux à travers une dizaine de villes américaines, soit New York, Baltimore, Washington, Chicago, Omaha, Fort Lauderdale, Atlanta, Phoenix, Denver et Los Angeles. Fait qu'il allait coast to coast. Wow. Mais ouais, c'est tu sais, le genre de business model que tu le sais d'avance que ça fonctionnera pas. là.
Ben, je sais pas, peut-être, là. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas transporter leurs animaux en cargo parce que, bon, les conditions sont pas top, là, pour eux, Ouais, là. mais je sais pas à quel point c'est full mieux dans ces avions-là, mais en tout cas, Non, c'est sûr, mais, ben, en fait, oui, parce que... c'est pas froid, au moins, Ben, c'est quand ça, même. tu sais, eux, leur motto, c'était vraiment les animaux sont des êtres vivants, là, pas de la Ouais, marchandise. Puis, Ouais, je peux comprendre. les hôtesses de l'air, agents de bord, whatever, ils allaient faire pipi avant d'embarquer dans l'avion. Tu sais, ils s'occupaient des animaux vraiment. Puis même à bord, à chaque 15 minutes, ils allaient vérifier justement les animaux qui étaient bien, qui manquaient de rien, tout ça. Ils étaient quasiment j'ai divertis juste à bord, là. l'image, tu sais, genre du petit carrosse, mais avec des bols d'eau, puis ça me fait vraiment rire. C'est vrai. Fan de Hello Kitty, sachez qu'il y a une liaison entre la France et Taïwan sur cette thématique bien précise qui a été lancée en 2014 par la compagnie Eva Air. L'extérieur est évidemment entièrement décoré de l'univers d'Hello Kitty, mais c'est pas tout. Les uniformes des employés, les sièges, les ustensiles, le papier de toilette, tout est à l'effigie de ce personnage. Hello Kitty, c'est vraiment genre un fandom que je comprends pas. Il y a rien d'autre que des produits dérivés qui existent. Il y a genre peut-être déjà eu une série que j'ai peut-être déjà eu, mais comme Je pense, il y a rien, ouais. c'est pas vivant outre genre du stock vendu, puis il y a du monde qui en achète. Ben, c'est vrai, C'est mais 2014, donc la date de lancement de cette ligne-là, ça correspond aussi aux 40 ans du personnage, fait que c'est pour ça qu'ils ont choisi ouais. cette date-là, mais effectivement, je sais pas s'il y a eu comme une Ben, série peut-être Back in the animée Days, ou là, quoi, mais, là, mais... c'est, tu sais, je sais pas, je vois rien qui existe autre que les images sur des sacs Mais je à dos. pense qu'il y a eu un film à un moment donné. Peut-être. Je sais pas. plus. Si je te dis Hooters Air, tu penses à quoi? Calice. Ben oui, entre 2002 et 2006, la chaîne de restaurants Hooters opérait aussi dans les nuages. Ben oui, parce que tu sais, tu veux voir des filles sexy, même Ben, des airs. c'est ça, à bord des avions, il y avait des serveuses comme on en retrouvait aux Hooters qui étaient chargées de divertir les passagers avec des quiz, des jeux, etc. durant le transport entre Myrtle Beach, Atlanta, Tout s'explique. Tout s'explique. Newark et Baltimore. Il y avait 4 destinations. Tout s'explique. En 2008, il y a une agence de voyage qui a une idée de génie pour répondre aux besoins d'une communauté hautement marginalisée. J'ai nommé les nudistes allemands. OK. Pourquoi les Allemands spécifiquement? Parce que c'est une agence de voyage, OK. de voyage allemand. Tu me vois venir, elle a créé la première ligne aérienne réservée aux passagers nudistes. L'avion faisait la liaison entre Erfurt, au centre de l'Allemagne, à l'île d'Osdom, une station balnéaire au nord du pays, et ce, uniquement durant la saison estivale. Les passagers devaient embarquer habillés et une fois les portes de cabine fermées, ils pouvaient enlever leurs vêtements avant de les remettre pour sortir de l'avion. Malheureusement, même si le lancement affichait complet, l'idée n'a jamais vraiment décollé à cause de certaines réserves morales de certains clients. Mais si tu veux embarquer dans cet avion-là, rendu là, t'as un problème. Genre, tu sais, je peux comprendre le nudisme, mais genre, j'ai vraiment besoin d'être 1h30 dans un avion tout nu. T'as un problème. T'as un problème. C'est ça. Parce que c'est pas, pas long, là, clairement. Là, c'est pas pour te faire bronzer, c'est pas pour vivre dans la nature. Paris, non, c'est ça. Là. Depuis 2015, Air Malta offre à tous les passagers, même ceux en classe économique, des services de spa, donc massage et manicure, par exemple. Question d'arriver frais et dispo à destination. OK. En 2011, la compagnie KLM offrait la possibilité de consulter les profils sociaux des passagers, plus spécifiquement Facebook et LinkedIn. Okay. Eux, ils disaient que c'était pour initier des rencontres professionnelles en choisissant à côté de qui s'asseoir. Pas sûr que ce soit très legit. En tout cas, ça passerait clairement pas au conseil aujourd'hui avec la loi 25 sur la protection des données personnelles, là, mais comme en réservant ton vol, tu pouvais voir le profil Facebook et LinkedIn des autres passagers. Ça. En 2014, Germanwings avait lancé le concept de billet à l'aveugle. Donc, pour la modique somme de 50 €, tu pouvais choisir tes dates de voyage, puis c'est pas mal tout. C'est quand même nice. Ouais. Ben, tu connaissais ta destination une fois sur place. Tu pouvais quand même privilégier certaines thématiques, genre fête, soleil, nature, culture, etc. Gay-friendly même, des trucs de même. Par contre, ben c'est ça, tu savais pas où t'allais, fait que niveau logistique des bagages, tu sais, est-ce que t'amènes des vêtements de pluie, des vêtements chauds, froids, il y a quand même des éléments qui rendent ça compliqué puis pas viable. Puis ça l'a pas duré longtemps parce que je pense, si je me trompe pas, l'année suivante, il y a eu un crash d'un avion d'un de leurs avions, en fait. Fait qu'ils ont comme perdu beaucoup en réputation. Là. J'ai pas les détails de
la cause, etc. Mais je pense pas que le programme existe toujours, surtout pas à 50 € en 2025. Fait que ça fait le tour, moi, de mon sujet. Je sais pas si t'as... Ben, j'imagine que t'as appris des choses, mais y a-tu Oui. comme des avions ou des bateaux que t'es comme « Ah wow, c'est vraiment cool » ou au contraire, comme voir que ça existe? Ben, c'est un peu genre le capitalisme dans toute sa grandeur, là, tout Ouais, ça, là. hein? Fait que, tu sais, c'est comme, ah, c'est nice, mais en même temps, c'est pas ce qui vient me rechercher C'est tellement comme de la voyageur, là. démesure, C'est là. comme, je sais pas, genre, oh, faut absolument que j'aille dans ces bateaux-là, là, ou Non, quoi que c'est ce ça. soit. En tout cas, je suis pas rendu là en date d'aujourd'hui, Ben, surtout mais... nous qui sommes plus de type voyage backpack. Ouais, genre, moi, l'avion à 50$, genre, Oui, ça, oui. ça m'intriguait, puis ça m'aurait touché un peu plus que le reste, mais c'est super fascinant de savoir que ça existe, savoir comment fonctionne aussi tout Ouais. l'approvisionnement. Quand on s'était parlé en amont, on se disait que ça allait être un petit épisode fuck all Hey, jusqu'à non, présent, finalement, là. c'est ça. Vraiment pas. Toi, Excusez-moi la gang. t'es parti, puis c'est ça, c'est moi qui fais le montage de tout ça après ça. Je suis désolée. Mais écoute, t'es pardonné parce que, ben, on est rendu à l'épisode que j'avais le plus hâte d'écrire de la saison de mon côté. Fait qu'au final, je peux tout t'excuser. Tu dis ta pas ça partie. genre à chaque épisode que t'as hâte d'écrire cet épisode-là? Oui, j'ai souvent hâte, mais il y en a comme vraiment que je suis comme ah, ça va me chercher en dedans, tu sais, un peu comme l'épisode 12 que je parlais des pigeons photographes ou l'épisode Ouais. 19 quand je parlais de la réplique de Paris construite pendant la Deuxième Guerre mondiale, par Ouais. exemple. Genre des épisodes que je fais juste lire ça, puis juste comme OK, ben c'est automatiquement un épisode, je me pose pas la question, j'ai pas besoin de lire. Puis, ben, en fait, je suis tombé sur une information qui m'a fait un peu tomber aussi en bas de ma chaise, c'est-à-dire que les bateaux de croisière ont des morgues. Oui, Puis, ça me traumatise un petit peu. quand tu penses puis que le choc initial est passé, c'est logique, là, tu sais. Oui, complètement. Puis je veux dire, on préfère que les personnes décédées soient dans des morgues qu'elles restent dans leur cabine toute la semaine. Exact. Tu sais, c'est des bateaux qui transportent des millions de personnes chaque année, Ouais. dont on s'entend, même s'il y a des activités pour les plus jeunes, la majorité, c'est des petits vieux, là. Ben, c'est ça, c'est qu'à l'époque aussi, c'était tellement cher les voyages sur les bateaux qu'il y a juste des personnes à la retraite qui avaient économisé qui pouvaient se permettre Ouais. ça. Puis, ben, avec tous les services à bord, ils étaient comme moins inquiets pis tout ça. Mais ça fait en sorte aussi que, tu sais, cette population-là est plus à risque de, mettons, avoir une crise cardiaque ou un AVC ou des trucs comme ça. Exactement. Puis je lisais que ben, ça coûte parfois moins cher pour des personnes âgées d'aller sur des croisières que de vivre dans une résidence pour personnes âgées aux États-Unis, par exemple. Ah, ça explique pourquoi notre amie Anna qu'on a rencontrée en Martinique, elle était sur une croisière de genre... Ah non, mais elle combien était... de temps, là? Genre 200 jours, là? Elle, c'est une machine, cette madame-là. Mais voilà, tu sais, statistiquement parlant, il y a des chances qu'il y ait certaines personnes qui décèdent sur les bateaux. Ouais. Puis, ben, contrairement à un hôtel où les employés pourraient juste appeler le 911, ben, t'es un peu pris, hein? Quand t'es au milieu de l'Atlantique, tu peux pas appeler une ambulance pour venir chercher René, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu peux appeler un hélicoptère, mais encore faut-il que tu sois pas nécessairement au milieu de l'Atlantique. C'est sinon ça, va des être fois, ça peut compliqué. prendre plusieurs jours avant que tu atteignes Ouais. la terre ferme. Puis encore là, ben, comme tu as dit, tu peux pas juste le laisser dans sa chambre puis dire comme si de rien n'était, genre non, je l'ai pas vu, je le laisse là jusqu'à temps que j'arrive à Lisbonne. C'est là qu'entre en jeu le fait d'avoir une morgue. Ouais. Mais comment ça marche tout ça? Ils sont grosses comment? Y a-tu d'autres sombres secrets qui cachent ces bateaux-là? Ben, c'est exactement ce que je vais creuser aujourd'hui et que m'a amené là, cette première information. Je pensais pas dire ça sur un épisode, un sujet morbide, mais nice. On aime quand même ça, le morbide. Oui, On va c'est être ça. honnête, il y a plusieurs épisodes qu'on est content de parler de ces informations-là. Mais regarde, c'est notre côté sombre. Donc, ces fameuses morgues, ben, ils seraient généralement installées sur le pont le plus bas ou dans la cale Ouais. du bateau. Puis, ils peuvent contenir entre 2 et 10 personnes selon la grosseur du bateau. Tu sais, on s'entend, si tu as 5 et 7 000 passagers, c'est pas de trop d'en avoir jusqu'à 10. Non, c'est sûr. Puis, J'aurais pensé plus autour de 4-5, mais oui, ben, effectivement. la plupart, comme tu ça a dis. l'air d'être 4-5, mais ça peut aller jusqu'à 10, dépendamment. Puis, ben, t'oses espérer quand même que malgré tout, t'as moins de 10 personnes qui décèdent avant que t'ailles à ton prochain Ouais. port. Là. Ouais. Sinon, il y a un problème beaucoup plus élevé, genre t'es dans le Titanic. Là. Oui. De ce que j'ai pu lire de manière anecdotique là, sur Reddit, on s'entend là, par des gens qui ont travaillé sur des bateaux. J'ai pas vu d'histoire comme quoi, justement, il y a une morgue qui débordait, puis qu'on ait dû utiliser les frigos.
Oh my God, c'est terrible de penser ça. C'est malheureusement arrivé. Une Ah ouais? histoire que j'ai vu quelqu'un qui ont une famille qui ont poursuivi un bateau de croisière parce qu'il y avait un corps qui avait été stocké dans les frigos, donc, et non dans la morgue, tandis qu'il y avait une morgue. Puis en tout cas, ils ont été poursuivis pour plusieurs millions de dollars. Puis ont Mais la gagné. famille de la personne défunte? Oui, ou- elle a poursuivi la compagnie de bateaux de croisière OK. parce que c'était mal storé. Ouais, La ouais. personne n'était pas, c'était pas aussi froid, donc il y a eu de la décomposition, etc. Mm. C'est horrible. Mais c'est plus anecdotique comme Non, situation. c'est clair. Il y a bien Mais des je me morgues. disais, imagine si c'est une autre famille. Comment ils se sont rendus compte Non, qu'il y non, avait non, un c'est ça. cadavre dans le frigo? Non, non. Mais comment est-ce qu'on gère ça, une morgue de bateau, me demanderas-tu? Ben déjà, tu l'as dit tantôt, il y a des médecins à bord Oui. des bateaux, donc c'est pas les femmes de ménage qui vont déplacer des cadavres. Faire le certificat de décès. Là, Exact, tout. c'est bel et bien un médecin à bord qui va être chargé de déclarer le décès puis Ouais. de déplacer les défunts jusqu'à la morgue. Puis c'est essentiellement là que se termine leur devoir médical par rapport à eux. On s'entend, il n'y a pas d'autopsie ou davantage de préparation funèbre qui est faite à bord du bateau. C'est Ok. vraiment juste pour storer les corps Ouais. en attendant. C'est pas des médecins formés pour ça. Ça va être vraiment quand on va arriver à part que... Là, ça va être un médecin légiste qui va prendre ça. Exactement. Il n'y a Ok. pas de médecin légiste là, sur les bateaux de Non, croisière. non, clairement. Ça serait un petit peu over the top. Mais là, justement, comment que ça fonctionne une fois le défunt installé dans la morgue? De ce que j'en comprends, là, vraiment, en lisant, c'est que les gens ont deux options qui s'offrent à eux. C'est Ouais. soit on avertit les autorités du prochain pays où le Ouais. bateau va accoster, puis le corps va être retiré, puis on va pouvoir par la suite le rapatrier dans le pays D'origine, d'origine, ouais. puis il peut avoir une autopsie, etc. Ou, dépendamment des cas, on peut offrir l'option qu'on laisse la personne sur le bateau pour les prochains jours. Par exemple, tu sais que c'est une croisière qui est aux États-Unis ou proche des États-Unis. Dans 2 jours, tu reviens aux États-Unis. Ben, ça sert à rien de déposer le cadavre au Brésil pour que... Le faire après se rapatrier rapatrier. après, ouais. Ça Ça coûte- doit être tellement plus cher, en C'est plus. énormément cher faire rapatrier quelqu'un, puis c'est compliqué aussi avec les lois, etc. Fait que Mhm. parfois, il peut y avoir l'option de... Mais tu sais, si justement, tu es américain, puis c'est une croisière qui est faite en Europe, mais tu n'auras pas le choix éventuellement de le déposer à un pays ou de quoi que ce soit. Oui, Donc, oui, oui. voilà. Mais tout ça, bien entendu, c'est si le décès est survenu sur le bateau. Ouais, Parce que, c'est tu vrai. sais, c'est en croisière, tu t'en vas faire du snorkeling sur le bord des côtes de l'Espagne, puis tu fais une crise de cœur. Il n'y a pas l'équipage du bateau qui va te prendre puis te remettre dans le bateau. Ça va être géré par les autorités locales parce que Ok. tu n'auras pas une activité dans les eaux internationales. Généralement, ça va être Ouais. dans un pays spécifiquement. Ouais, sur le bord des côtes, là. Donc, c'est vraiment dans des situations où il n'y a pas d'autres options Mhm. disponibles qu'on va utiliser ces morgues-là. Une raison de plus pour laquelle elles sont pas pleines, débordent pas, puis ça se peut quand tu arrives à quelque Ouais. part, tu déposes, etc. Mais là, je te parle de décès accidentel puis de crise cardiaque depuis tout à l'heure. Oui. On en vient aux criminels. Mais qu'est-ce qui arrive si une personne qui en attaque une autre sur le bateau de croisière? Ben, la réponse est oui, comme on a dit en intro. Il y a, en fait, j'ai laissé planer le doute, mais il y a bel et bien des prisons à bord des bateaux de croisière. OK. Parce que ça, c'est pas parce qu'on est en mer qu'il faut se comporter en pirate. Il y a des conséquences à nos actes. Malheureusement, par contre, je dois tout de même rendre ça tout de suite moins fantastique, puis vous partager 2 informations. La première étant qu'il n'y a pas de policiers à bord Non, des effectivement. bateaux, mais plutôt des équipes d'agents de sécurité. Les bateaux de croisière, c'est des compagnies privées. Ça créerait un peu des situations conflictuelles qu'il y ait des polices sur le bateau. Là, Ben, mais surtout que, tu sais, les lois dépendent de pays en pays, là, pis tout. j'y reviens tout à l'heure. Ok. Mais tout ça pour dire que c'est géré par des agents de sécurité, fait qu'ils peuvent pas techniquement arrêter des gens, mais plutôt les isoler jusqu'à ce qu'il y ait des autorités compétentes qui puissent les juger. Mhm. La deuxième information importante, c'est qu'il n'est pas non plus question d'une prison classique avec des barreaux. Ok. Malheureusement, c'est vraiment juste une chambre simple avec une salle de bain puis un agent de sécurité devant. Ok. Fait que c'est juste une chambre isolée. Fait que c'est vraiment moins nice comme information de dire Ouais. c'est pas une prison, genre. Puis là, Dans Ouais. les cuves, là. C'est pis ça. que si le bateau est cool, ben, oups, le prisonnier meurt. c'est ça, on n'est pas dans un bateau en 1645. Non. C'est vraiment mieux, juste une façon d'isoler les. Il y a pas la planche encore, là. que tu mets les gens au bout. Exact. Puis là, même cette prison-là en soi, qui n'est pas full une prison Ouais. fantastique,
ben vraiment juste utilisé pour les cas graves. Tu sais, si on parle plutôt d'une personne saoule puis désagréable, ben on va l'isoler dans sa propre chambre, un peu comme quand tu parlais tantôt avec les malades. Ouais. Puis, dans le fond, ben on va poster un gardien devant pour être sûr qu'il ne sorte pas. Fait qu'il y aura quand même un gardien, mais il sera pas emprisonné. C'est ça. Ben, il va être emprisonné dans sa chambre. Fait qu'il va avoir quand même plus là, de luxe, etc. Parce que de toute façon, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont vraiment juste sécurisés. On peut dire ça comme ça. Mais là, outre le gros bon sens qu'un meurtre, c'est pas bien, puis t'es un gardien, tu vas arrêter la personne, puis lui dire d'aller dans la prison. Comment est-ce qu'on détermine quelle loi on essaie de maintenir sur les eaux internationales? C'était la question que je me posais depuis vraiment longtemps là, par rapport à tout ça. Comme je t'en parlais tantôt, les lois dépendent de pays en pays, là, malheureusement. Il y a des affaires que c'est du gros bon sens. Un meurtre, pas mal la même affaire pas mal tout partout. Le temps. Mais certains crimes n'ont pas le même niveau de. Puis comment qu'on va le juger par la suite exactement, c'est plus ça. Eh bien, c'est tout simplement les lois du pays où le navire a été enregistré. OK, c'est logique. Ben oui, absolument. C'est des genres d'affaires, encore une fois, qu'on n'a pas pensé, mais qui est très simple. C'est ce qu'on appelle la loi du pavillon. Puis tout navire qui navigue en mer doit être immatriculé par un État, qui sera donc l'État pavillon de celui-ci. Fait que la gang... Informez-vous sur le pays d'enregistrement du navire si vous voulez commettre un crime pour savoir ça va être quoi votre punition. J'y arrive bientôt. Oh, okay. Mais tout ça pour dire que ces bateaux-là, c'est comme des mini-pays flottants jusqu'à ce qu'ils atteignent le territoire d'un autre pays. Puis là, à ce moment-là, ben, ça devient le territoire du pays. Là. C'est pas l'État pavillon qui... Le pays de destination, il y a préséance sur le pays d'enregistrement. Oui, c'est vraiment juste quand tu es sur les eaux internationales. Si tu es sur l'eau à côté du Portugal, ben c'est la loi du Portugal qui va s'appliquer. Puis c'est ce même pays pavillon qui va normalement fournir le certificat de décès en cas échéant. Oui. Puis c'est lui aussi qui va donner le certificat de naissance si une naissance a lieu en eau internationale. Ah oui! Par contre, là, justement, parlant de naissance, c'est rare que ça l'arrive, de un. Ouais. Parce que la plupart des croisières n'acceptent pas les femmes enceintes de plus de 24 semaines. Oui, effectivement. Pour éviter des complications, parce que justement, ils n'ont pas le personnel, l'équipement, etc. Non, c'est ça. Ça doit être la même chose dans les avions aussi. Ben, les avions, c'est pour une plus courte durée que, mettons, 10 jours. Là, oui, on s'entend. Mais je veux dire, je pense que si la femme est à l'approche de sa date d'accouchement ou de quoi, j'imagine qu'ils peuvent refuser. Parce que le personnel, je pense pas que les agents de bord sont formés. Ils sont formés pour les premiers soins et tout. Là, mais j'ai pas l'information pour les avions. Là, je vais y revenir quand même. Mais ça peut arriver, des gens qui accouchent là, dans un avion. Ça peut arriver aussi sur un bateau de croisière, mais parce que généralement, à 24 semaines, malheureusement, c'est dans ce contexte-là, ça se peut que ça soit pas à terme, tout ça. Mais puis il peut y avoir tellement de complications pour la mère aussi. Là. Exact. Fait que c'est pas idéal. Puis même chose pour une naissance sur un voilier. T'sais, mettons, tu as ton propre bateau. Tu as enregistré ton bateau au Canada, c'est les lois du Canada qui vont s'appliquer. Puis même chose pour certificat de naissance. Sauf que, qu'est-ce que tu fais sur un voilier si t'es à 39 semaines, ma chère? Fait que c'est encore très rare. Je voulais revivre mes nausées de premier trimestre. C'est ça. Puis si tu nais sur le bateau dans les eaux d'un autre pays, là, ça dépend des lois du pays en soi. Généralement, c'est la loi du sang qui va primer. Donc, tu vas avoir la nationalité de tes parents. Ouais. Puis ça se peut que tu rajoutes une deuxième nationalité, dépendamment du contexte, mais ça dépend vraiment des pays. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on a pensé à toutes les options malgré tout, voire parfois un peu trop, parce que, vois-tu, comme tu disais tantôt... un peu trop, c'est quoi? C'est genre une femme qui accouche, son mari qui est criminel, puis il y a quelqu'un qui finit à la morgue dans tout ça? Le fait de devoir respecter les lois d'un pays dans lequel ton bateau n'est jamais, c'est parfois contraignant, tu sais. Quand tu veux dire tu dois respecter, mettons, les lois de la Grande-Bretagne parce que ton navire est enregistré en Grande-Bretagne, mais t'es jamais en Grande-Bretagne? C'est ça fait chier, tu sais, parce que il y a des lois quand même strictes en Grande-Bretagne pour certaines choses comme, je sais pas, la sécurité, l'environnement, les inspections, donner des bonnes conditions de travail à tes employés. Fait que tu peux décider à la place d'enregistrer ton bateau dans un autre pays avec moins de restrictions. Ah non, c'est sûr qu'ils font ça. C'est ce qu'on appelle les pays de complaisance, a.k.a. l'équivalent des paradis fiscaux pour les bateaux. C'est ça. Ces pays les plus populaires sont le Panama, le Liberia, les îles Marshall, les Bahamas et Malte.
Parce J'aurais pu que parier que c'était ce genre de pays-là. c'est surtout le Panama, d'ailleurs. Ah ouais, OK. Puis c'est ultra facile d'y enregistrer un bateau étranger. Tu Mais en même temps, payes, avec le canal, peut-être que ça... je sais pas. Ils ont trouvé un marché, là. Et les compagnies vont payer moins d'impôts, puis c'est ça, moins de régulation au niveau sécurité, environnement et tout le tralala. Puis tu peux aussi plus facilement embaucher des gens de différents pays sans devoir respecter les lois de les autres pays. Donc, tout simplement les lois du Panama. Fait que capitalism is gonna capitalize, Oh comme my God. toujours. Puis, ben, ça a aussi toujours des impacts sur toute situation de litige ou d'urgence à bord de ces 10 bateaux parce que, ben, justement, vu qu'ils doivent suivre moins de règles, s'il y a quelque chose, un décès, tout ça, ça peut devenir vite compliqué niveau paperasse dans ces cas-là. Fait que j'ai pas envie de vous faire peur, mais je vais quand même vous informer là, que. J'ai envie d'avoir peur. C'est C'est l'Halloween. va pas en croisière. Puis, ben, c'est ça, ça fait un peu le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui par rapport au côté plus sombre des croisières, mais chose promise, chose due, je vais aussi parler du côté aérien. Hein, on Oui. parle des deux aujourd'hui. Puis, ben, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un équivalent des pays pavillons pour les avions, puis ça s'appelle l'état d'immatriculation. Ouais. L'immatriculation de tout La aéronef. C'est ça. Mais là, c'est pas la SAC, c'est l'OACI. Hein, Ben oui, c'est clair. C'est nous- Squarevic. C'est Squarevic, puis ben, c'est vrai que leurs bureaux Oui, sont oui. à Montréal. Puis, ben, toute immatriculation d'aéronef doit contenir un préfixe relié à son pays d'origine. Fait que, par exemple, tous les avions immatriculés au Canada doivent commencer par C. Genre C, A, B, C, D, puis ceux en Ah, France, j'aurais F. pensé que c'était peut-être Y, vu que les aéroports, Non, c'était Y. on a gagné pour les avions apparemment, mais ouais, c'est la France, c'est F, je pense, aux États-Unis, c'est N. Fait qu'en tout cas, ils ont tous leurs préfixes. Mais en même temps, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Ben, il doit y avoir plusieurs lettres, là, je sais Ouais, pas. c'est ça. Je Il doit sais y avoir pas. des trucs genre Canada, c'est peut-être CA. Non, ou non, je sais c'est Canada, c'est C, mais il y a peut-être d'autres Ok. places que c'est CA. En tout pas. cas. OK. Donc voilà, du coup, s'il y a un crime ou une naissance à bord d'un avion, c'est la loi de l'état d'immatriculation qui va s'appliquer en priorité. Et puis, ben, la réponse est oui, il y a un équivalent des pays de complaisance pour les immatriculations d'avions. Fait que oui, on peut crosser le système en enregistrant ces Il y a avions. toujours un moyen de crosser le L'un des système, mais pays, faites-le pas. c'est ça. L'un des pays les plus populaires au niveau fiscal, c'est l'Irlande. Ah ouais? Lieu où est complètement par hasard installé Ryanair. C'est exactement ce que Et j'allais il dire. enregistre tous ses avions. C'est une compagnie irlandaise de base. Ben, c'est ça. Ben, ils se sont peut-être installés là de base pour Oui, ça. oui, peut-être pas que le PDG est irlandais, là, mais oui, effectivement. Donc Hey, voilà. ce gars-là qui voulait, genre, faire des places debout, là... D'avion, pour oui. Le CEO à est un peu rentrer crackpot. plus de là. gens dans l'avion, puis payer moins. Aïe, aïe. C'est ça. Puis ben, qu'en est-il d'un décès en plein vol? Hein? Tantôt, on a parlé là, un peu. Ouais, parce qu'il doit pas y avoir de mort, là, dans un avion. Non, il n'y a pas de place, là, on s'entend. Là, C'est on a ça. tous été dans un avion. Oh my il y a God, pas de place. t'imagines passer 8 heures à côté d'un cadavre? Ouais, ben c'est là Je qu'on pense s'en que c'est va mon pire tranquillement. cauchemar. Là. Déjà, c'est très rare que ça arrive. La plupart du temps, s'il y a une situation de malaise, on va essayer de trouver un aéroport le plus proche puis aller atterrir d'urgence. Puis si Il y selon a une clairement étude- du monde qui sont comme, mais là, c'est pas que j'arrive à destination Ben oui, tout à mais l'heure, ça, puis qui chialent, puis ça t'es c'est comme... toujours le cas. Mais selon une étude effectuée en 2013, ça serait 0,5% de ces situations de malaise-là qui résulteraient en décès. Fait que ça reste Ok, quand même... il n'y a pas 0,5% de décès. Parce que là, j'étais Non, comme, c'est beaucoup, là. non, des situations de malaise qui finissent en Ok. décès, en tout cas du moins dans l'avion. Ouais. Malgré tout, par contre, ça peut arriver que quelqu'un décède. On va toujours essayer d'aller vers l'aéroport, mais il y a des fois, c'est assez clair que la personne est décédée, mais tu peux pas déclarer le décès d'une personne. Non, parce qu'il faut que ce soit un médecin qui un le médecin. fasse. Puis il y en même a si pas. tu demandes est-ce qu'il y a un médecin à bord, puis il y en a un, il n'est pas considéré en service, donc il peut aider la personne, mais il ne peut pas Ouais, déclarer il un doit décès. porter assistance, mais il peut pas exercer cette fonction-là de déclarer le décès. Exact. OK. Donc, des fois, ben, on est sûr que la personne est décédée, puis on va continuer d'aller à la destination. On va pas dire, bon, Ouais. on va atterrir d'urgence. Fait que ça se peut qu'il dise, ben, il y a une personne décédée pendant 6 heures dans l'avion. Techniquement, ça peut arriver. Fait que c'est quoi le protocole C'est dans ma ce cas-là? pire angoisse, je pense. Je dis souvent ça, là, mais ça, c'est vraiment une angoisse, là. Donc, premièrement, ben, quand une personne est présumée morte, ben, on va demander à ce qu'ils mettent la personne dans un sac mortuaire si possible et disponible. Mais sans le zipper jusqu'au niveau de la tête, c'est simplement la personne qui déclare officiellement le décès qui peut zipper au niveau de la Ouais. tête. Puis, s'il n'y a pas de sac mortuaire disponible, tu dois la couvrir d'une couverture.
la personne. Mais là, on se rappelle toujours qu'il n'y a pas de morgue. J'imagine juste Roger à côté de moi, 75 ans, qui s'est pété une crise cardiaque puis qui est dans son sac de couchage. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que... Ah, quelle horreur! J'aime ton petit rire nerveux, Oui, là. non, c'est ça, là, je ris, mais je suis pas bien. Fait que le protocole veut qu'on essaie de prendre cette personne-là, la mettre le plus loin possible de tous les autres passagers, quitte à déplacer des gens, là, tu sais, comme il y a des petits trous, ben, on va... Congrats, vous avez été surclassé! C'est un surclassement pour essayer de le mettre, lui, en arrière le plus isolé possible, parce que, ben, c'est pas nice. Mais des fois, ça arrive que l'avion, il est juste plein. Ben oui. Des fois, on le met dans le cockpit. non, mais soit, ben, si l'avion il est trop plein, mais tu peux pas le laisser dans le couloir, on s'entend. Ben non, c'est clair. Tu peux le coller sur une porte. Faut que ce soit accessible. Ça devient accessible. Fait que ça se peut qu'on décide, parce que ben, la personne aussi, même, elle peut être trop lourde. Tu sais, un corps mou, c'est difficile. Pense juste à essayer d'avoir déplacé quelqu'un dessous, là. Ouais. C'est difficile ou dépendant du poids de la personne. On peut décider de juste la laisser dans son banc puis de l'attacher là. Fait que oui, ça se peut que tu ailles Roger à côté. T'espères que c'est pas le gars au milieu, mais genre... C'est ça, t'espères que c'est le gars du fond de l'avion, là, c'est pas ça, le gars du fond de l'avion à côté du hublot, là. T'as le gars décédé, puis tu veux quoi, le poulet ou comme moi, t'es pas dans... Non, il dort. Fait que voilà, c'est morbide, mais il n'y a pas ben d'autres options, puis c'est ça. Fait que... N'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui donnent la vie dans les avions. Oui, c'est ça. Ce qui est beaucoup plus ça positif. se passe bien des fois. Oui, ça se passe bien. Puis bonus, si on veut finir sur une note un peu plus positive par rapport à ces naissances-là. Oui, s'il vous plaît. J'ai lu quelques histoires en ligne, je ne vais pas les épiloguer, mais de compagnies aériennes qui ont décidé de donner des billets gratuits à vie aux bébés nés dans un avion. Ou 1 million de points miles aux parents. Fait que voilà. Pourquoi je suis pas née dans un avion? En même temps, mon éco-anxiété serait comme... Ben voilà, fait que j'espère que ces petits points positifs vous feront oublier le gros négatif d'après. Revenez au début de l'épisode, réécoutez les... C'est ça, réécoutez les fun croisières avec des auto-tamponneuses puis des go-karts. Là. Exact, c'est ça. Allons-y sur le positif parce que, ben voilà, c'est un épisode chargé en beaucoup d'informations, léger et chargé à la fois. Je sais pas trop comment le qualifier, là, c'est pas comme scientifiquement difficile, mais... rough par moment. Mais c'est correct, la gang, parce que c'est pas notre dernier épisode. Non, on revient pour un dernier et ultime épisode de la saison 4. Oui, de la saison, là. Fais pas peur au monde de même. Non, je fais pas peur. On va revenir pour une 5e saison. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour ce dernier épisode. Et sinon, ben, si vous aimez ce que vous entendez, parce que vous ne nous voyez pas nécessairement. Si vous aimez ça, le morbide, un peu des fois de temps en temps, là. Mais vous pouvez évidemment vous abonner, c'est ce qui nous encourage le plus à continuer justement à faire ce beau podcast-là. Et sinon, ben, on est sur toutes les plateformes, là, Spotify, Apple Podcast, YouTube, et sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, on vous invite à nous suivre puis à embarquer dans cette fabuleuse aventure. Dans notre folie. Exactement. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!